Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. On va parler évidemment de politique de la déclaration du président de la République hier soir, qui a été vue par 7 Français sur 10. C'est de dire qu'elle était attendue, des conséquences politiques qu'on peut en attendre. On reviendra aussi sur la décision du Conseil constitutionnel et les conséquences aussi qu'on peut en tirer. Et pour parler de tout ça, Véronique Jérôme, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes polito-économiste et vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris-Saclay. Florence Mercadet-Choquet, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Au barreau de Versailles, et vous êtes la présidente du Club des femmes du MEDEF. On va en parler dans un instant. Raphaël Mataduvigno, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Maître de conférence de droit public à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et alors, on attend vos éclairages justement sur le Conseil constitutionnel. On va essayer. Et Jean-Charles Lejeune, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Fort bien, fort bien. Eh ben, vous êtes non seulement un éditeur, mais vous êtes un éditeur qui vient avec un livre qui s'appelle « Les missives bien sulfureuses » de Dominique Bourgeon. Dominique Bourgeon. Ouais. Et missive bien sulfureuse, oui, parce que ce serait la correspondance entre Churchill et Mussolini. Ça tourne entre des lettres échangées entre Churchill et Mussolini avant la guerre. Ça une correspondance qui s'arrête en 1937. Et où, dans quelques lettres, Churchill dirait presque son admiration envers Mussolini. C'est vrai ou c'est... Oui, alors il y a quelques historiens, on a retrouvé quelques lettres, il y a des historiens qui disent oui, mais non, pas vraiment, d'autres, enfin voilà, il y a un petit débat historique. Mais m'étonnerait qu'il admire grand monde, Churchill. Mais... Non, mais c'est beaucoup plus dans une visée de prévoir ce qui va se passer après la guerre, d'essayer de construire des choses, un axe, etc., contre l'Union soviétique, contre Hitler, etc. Donc, mais c'est tout à fait intéressant. C'est des lettres justement que beaucoup de gens essayent de cacher. Et c'est un peu l'essence de ce roman policier, mais pas que. Voilà. Et la première rencontre entre Mussolini et Hitler a eu lieu à Venise. Voilà. C'est au golfe, qui est au golfe de Venise. Et alors, je raconte ça n'a aucun intérêt, mais Hitler était fou furieux, parce on l'avait dit, pas la peine de s'habiller, donc il était venu en civil avec un imperméable tout froissé, et Mussolini était habillé comme d'habitude. Donc, et en plus, il ne se comprenait pas, parce qu'il pensait que Mussolini parlait allemand, alors qu'il baragouinait un truc auquel l'autre ne comprenait rien, et ça a été une rencontre absolument terrible. Voilà. Et Hitler ne parlait qu'allemand, je crois, non? Oui. Voilà, donc non, j'ai pas un mot quoi que ce soit. Mussolini avait un accent absolument épouvantable quand il voulait parler allemand. Donc ça a été une rencontre, où finalement ils se détestaient. C'était assez amusant. On va parler d'autre chose que d'Hitler, de Mussolini et de Winston Churchill. Et on va parler par exemple de Florence Mercadet, qui préside le club des femmes du MEDEF. Oui. Qu'est-ce que c'est ce club des femmes? C'est un club de femmes. Donc, voilà, c'est tel que le nom le dit. Voilà. Donc il s'agit du MEDEF Yvelines, dans lequel on a organisé et lancé ce club de femmes la semaine dernière. Ça a eu beaucoup de succès parce qu'il y avait 80 femmes qui étaient présentes. Il n'y avait que 5 hommes, mais les hommes sont parfaitement bienvenus dans ce club. Oui. Donc en fait, c'est un club qui veut développer un certain nombre de thématiques. Essayer à la fois de promouvoir auprès des institutions et d'inciter les institutions à promouvoir la parité un peu partout, dans les institutions, dans les entreprises, dans les associations, enfin partout. Essayer d'aider les femmes dans le monde bancaire et financier pour pouvoir obtenir des financements dans leurs projets d'entreprise, parce qu'on est quand même au MEDEF, donc on est axé économie et entreprise. Oui, faut promouvoir un certain nombre de métiers qui ne sont pas des métiers habituels pour les femmes, et on sait à quel point, par exemple, le métier d'ingénieur est masculin, et que les filles, alors qu'il y a des filles qui pourraient être parfaitement capables à la sortie du lycée d'intégrer des filières d'ingénieurs. Donc il faut arriver à promouvoir au sein des écoles une mixité des emplois. Donc il y aura des actions au niveau des écoles. Il faut accompagner la parité dans les conseils d'administration, les comités de direction, essayer aussi d'accentuer la parité au sein des entreprises et l'égalité salariale, puisque chaque année les entreprises de plus de 50 salariés doivent faire un accord ou un plan unilatéral sur l'égalité professionnelle, et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas
ou une mauvaise égalité professionnelle avec des index qu'ils doivent publier chaque année qui ne sont pas bons. Voilà, et essayer d'inciter aussi les femmes qui sont adhérentes au MEDEF Yvelines de prendre des mandats prud'homme, mandats auprès de la CAF, enfin bref, de s'engager dans la vie associative, dans la vie politique. Et puis, donc voilà, donc on va mettre en œuvre un certain nombre d'actions, de réunions, on va faire venir des femmes qui ont du pouvoir, entre guillemets, au sein de la France. On a une marraine, Nadia Hay, qui était là, qui est ancienne ministre. Ministre de la Ville et qui est actuellement députée. Absolument, donc c'est notre marraine, elle est venue faire un discours extrêmement chaleureux et enthousiaste à notre club, et ça a été une ambiance assez extraordinaire, et c'est bien parti. Donc j'invite toutes les femmes qui à nous rejoindre. Voilà. En fait, un appel du 18 juin comme ça. Exactement, mais déjà c'était extrêmement... L'appel du 18 avril, on va l'appeler. L'appel du 18 avril. Voilà. Et j'appelle toutes les femmes à nous rejoindre. J'espère qu'il y aura plus de monde qui vous entend que de gens qui ont entendu De Gaulle le 18 juin. Ça doit être à peu près la même chose. Bon, mais il y en a déjà 80 au sein du MEDEF qui nous ont entendus, ce qui est quand même assez énorme. Très bien. Énorme. Bravo. Voilà. Autre fait que je voudrais qu'on commente avant de passer à la politique, c'est une décision un référé au tribunal administratif sur une demande des avocats concernant les conditions de vie à la prison de Bois d'Arcy. Oui. Alors, commencer parce que finalement c'est les avocats qui ont intenté cette action. Puis Raphaël nous donnera son sentiment sur la décision du tribunal administratif. Alors effectivement, il y a eu une réforme en décembre 2021 qui a réformé l'article 719 du Code de procédure pénale et qui ouvre dans le cadre des visites impromptues et inopinées, comme on dit pour les inspections du travail, ou l'URSSAF ou le fisc, au sein des maisons d'arrêt, pour pouvoir observer, critiquer les conditions de vie et les conditions de dignité quand on lit des détenus. Et c'est effrayant. Ça paraît absolument effrayant. Ah oui, non, mais ça c'est connu depuis très longtemps, puisque là, il y a 12 points qui sont soulevés par le tribunal administratif. Il y en avait une vingtaine qui avaient été soulevés, 23, absolument, je crois, il y en a 12, c'est ça. Exactement, il y en a 12 qui sont retenus. Le tribunal en retient 12. Absolument. Il constate qu'il y a déjà, par rapport au contrôle qui a eu lieu il y a quelques années, des améliorations, mais il reste quand même des points qui sont assez inadmissibles, notamment sur les douches qui sont dans un état complètement déplorable. Pourtant, c'est pas une vieille prison, Bois d'Arcy. Non, mais justement, c'est qu'on voit qu'il y a soit un désintérêt de la part de l'État sur les conditions de vie des détenus au sein des maisons d'arrêt, mais quand on voit l'état des douches, quand on voit le fait qu'il y a des cafards partout dans les cellules et que rien n'est fait, qu'il y a des problématiques les douches, il y a des fuites, il y a des fenêtres qui ne sont pas calfeutées, il y a des cellules dans lesquelles il pleut, les détenus ont 3 mètres carrés pour vivre au quotidien, donc il y a tout un tas d'injonctions qui ont été faites par le tribunal administratif il a retenu à l'État. 12 points, c'est exactement, ça voilà, donc formation des auxiliaires, les problèmes des douches, des lavabos, des sanitaires, des promenades qui ont aussi où c'est assez sale, sur les problèmes de la propreté des espaces de circulation, et un point qui est quand même assez incroyable, c'est sur les fouilles intégrales, en demandant à ce que les fouilles intégrales soient faites dans des locaux appropriés, et non pas dans les douches, dans les parloirs, ou dans des lieux où il y a du monde. Donc on parle de fouilles approfondies, donc c'est pas juste comme ça. Et donc que ça soit fait dans un lieu un peu privé où il n'y a pas tout le monde qui regarde. Raphaël ? Oui, alors cette ordonnance de référé du tribunal administratif de Versailles, je vais essayer de la mettre en contexte vraiment un petit peu plus large. C'est une procédure de référé liberté, c'est-à-dire que les avocats, mais aussi la section française de l'Observatoire international des prisons, ont saisi le tribunal administratif en référé liberté. L'objectif, c'était de demander au juge de mettre fin en 48 heures à une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Et donc le juge administratif a été saisi et donc a estimé qu'il y avait cette condition d'urgence, c'est-à-dire de devoir agir et de rendre une décision dans les 48 heures parce que un certain nombre de libertés fondamentales ont été, c'est le tribunal qui l'a constaté, sont violées, tout simplement. Je prends un certain nombre de libertés fondamentales
fondamentales que le juge a soulevées, le droit à la vie, le droit à la vie privée et familiale, et le droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants. Donc sur ces 3 libertés fondamentales, le juge a estimé qu'il y avait une violation. Une violation. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette décision, elle s'inscrit dans un contexte un petit peu plus large, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, en 2020, avait condamné la France pour absence de recours préventif effectif concernant les conditions inhumaines d'incarcération. Donc, c'est-à-dire que la Cour a estimé que la France n'avait pas de dispositif permettant aux prisonniers de contester les conditions dans lesquelles ils étaient incarcérés. Le Conseil d'État, en 2020, a répondu, si vous voulez, à cette injonction de la Cour européenne en estimant qu'il pouvait enjoindre, et je prends cet exemple qui est quand même assez extraordinaire, le Conseil a enjoint à l'administration de faire en sorte que dans les cellules où il y avait des sanitaires communes, il fallait mettre un rideau pour permettre de conserver leur intimité. Et puis en mars 2022, ça c'est très intéressant, le Conseil d'État a estimé qu'il appartenait aux demandeurs, donc aux prisonniers, d'apporter la preuve que les conditions de vie étaient indignes. Mais il y avait une sorte de présomption de faute de la part de l'État, à charge pour l'État de démontrer que les conditions n'étaient pas indignes. D'accord. Et en fait, là, cette décision, et j'en termine, cette décision va enjoindre à l'administration de réagir sur 12 ou 13 points, et pour essayer justement de faire en sorte que les conditions soient moins indignes. Je rappelle juste que l'État a 15 jours pour faire appel devant le Conseil d'État, s'il le souhaite, et qu'on peut imaginer que dans quelques temps, ces personnes-là engagent ou essayent d'engager la responsabilité de l'État pour faute, pour justement, cette fois-ci, obtenir une indemnisation. D'accord. Voilà. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, Patrice, en disant que c'était une prison qui est quand même relativement récente, en 1987, j'étais à l'école des avocats et on pouvait faire un stage à l'extérieur et en dehors du milieu judiciaire, et j'ai fait un stage de 3 semaines à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Et elle n'était pas dans l'état dans lequel, effectivement, elle est aujourd'hui, puisque j'ai pu visiter des cellules. Mais il y a voilà, quoi. Des budgets pénitentiaires qui est terrible. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde s'en fout. Dans l'opinion publique. Moi, je le vois. Si les gens veulent des prisons, mais ils ne veulent pas dépenser. Je le vois avec mes étudiants, ils sont tous absolument persuadés que tous les prisonniers sont logés dans des trucs 4 étoiles. Ils pensent qu'ils ont la télévision, que c'est la liberté totale, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Et puis en plus, ils disent ils ne l'ont pas volé, on ne va pas dépenser de l'argent là-dedans. Donc ça rejoint les maires qui sont tous là en train de dire. Qui en veulent, mais qui n'en veulent pas chez eux. Pas de prison chez nous. Enfin, je veux dire, partout. Ça me rappelle un article que vous avez marqué il y a quelques années, qui était le témoignage d'un chef d'entreprise qui rentrait en prison, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans Libération, et qui s'étonnait qu'on lui donne une boîte de préservatifs. Vous vous souvenez de ça? Oui, très bien. Donc c'est quand même terrible, quoi. Voilà, mais on comprend ce que ça veut dire. Quand j'y étais, j'ai passé un peu de moments à l'accueil des personnes qui arrivaient en détention. Et c'était une époque où il y avait eu un très gros... de grosses poursuites contre des cadres à Versailles, je ne dirais pas d'où c'est, et ils arrivaient à l'accueil de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, mais ils ne savaient plus où ils étaient. C'était hyper déstabilisant, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là, et c'était assez terrible. Des prisonniers est quelque chose d'essentiel. Bien sûr. Ça peut être contre-productif, parce que finalement, ça ne peut qu'entretenir la haine qu'ils peuvent avoir derrière les barreaux. Déjà, j'imagine qu'il n'est pas toujours compris, la sanction n'est pas toujours comprise, mais de surcroît... On n'a qu'une envie, c'est de sortir. Mais en sortant, on a envie de se venger aussi, si on a eu des conditions déplorables. Mais c'est vrai aussi que l'incarcération de beaucoup de cols blancs, même d'hommes politiques, a changé un peu fait beaucoup, parce que là, parce qu'ils ont pu témoigner, c'est des gens qui ont parlé. Moi, je me souviens du témoignage de Le Floch Préjean, quand il a fait un petit passage à la santé, il disait on est réveillé la nuit par les mecs qui hurlent parce qu'ils se font violer. Là, c'est vrai que c'était quand même un témoignage où là, on s'est dit, c'est pas un petit voyou de banlieue qui est en train de nous dire que c'est horrible. Non, là, c'est un mec qui sait ce que c'est que la vie, etc. Ils ont des conditions de détention un peu privilégiées. Voilà. Il y avait Botton aussi qui avait fait une association, mais il a pris détourné leur Le naturel revient au galop. Le naturel va revenir parfois au galop. On parle de politique et il y avait donc l'intervention télévisée du président de la République hier, et la question que tout le monde se pose, c'est Macron peut-il reprendre la main?
Alors, allocution avec 3 points essentiels, on y reviendra peut-être. 100 jours, les 100 jours pour changer les choses, pour changer la donne, c'était un peu ça le ton de l'intervention. Et puis des réactions auxquelles on pouvait s'attendre, c'est-à-dire, on pourrait écrire les choses à l'avance un peu, mais non. Pas tout à fait, parce que c'est assez rare dans ma bouche de dire du bien de quelqu'un de la CGT. Madame Binet. Mais la nouvelle secrétaire générale de la CGT qui a dit oui, le président Macron a dû écrire son truc avec ChatGPT. Son discours. C'était intelligent, non? Oui, enfin, c'est un discours sans aucune âme. Enfin, je veux dire, moi, c'est pas ce que j'attends d'un président de la République. Enfin, alors ça, c'est marrant, il nous avait déjà appris à nous laver les mains et à ouvrir les fenêtres. Maintenant, il nous parle des appareils auditifs. Enfin, je veux dire, c'est passionnant. Mais est-ce que c'est le rôle d'un président de la République? J'ai entendu des commentaires qui disent mais voilà, c'est pas assez concret. Si fait dans le concret, on dit on n'a pas besoin d'un secrétaire d'État au budget, on a besoin d'un président de la République. Alors, à un moment, je veux dire, c'est quand même compliqué. On a envie d'un peu de souffle, d'un peu de grandeur, d'un peu de qui donne une direction. Améliorer les salaires, rendre les gens, l'éducation, etc. C'est pas important. Et puis je sais pas, ça paraît. Je ne veux pas faire l'avocat du diable, comme on dit. Mais... Très honnêtement, je m'en fous des appareils auditifs. Enfin, je veux dire, c'est pas le problème du président de la République. Enfin, j'espère. Enfin, j'aimerais qu'il fixe un cap, qu'il donne des choses, enfin, qu'il soit là. Il y a un cap qui me paraît essentiel. Enfin, je pense, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est en effet, quand il parle du travail, c'est le plein emploi. Parce que j'ai l'impression qu'ils considèrent que le plein emploi, c'est ce que considéraient d'ailleurs ses prédécesseurs aussi. Hein, ils n'ont pas réussi forcément. Enfin, ni Sarkozy, ni Hollande, ni réussi. Ils ont perdu quand ils se sont représentés. C'est la lutte contre le chômage. C'est ça. Enfin, c'est d'abord la lutte contre le chômage, parce qu'il est vrai que dans les modélisations politico-économiques qu'on a l'habitude de faire avec Bruno Jérôme, on s'est rendu compte que c'était une des variables clés qui explique la reconduction d'un sortant ou pas. Parce qu'on regarde le sortant, c'est celui qui même aux États-Unis, hein, c'est la même chose aux États-Unis d'ailleurs, si vous regardez. Ouais. Mais là, la question du chômage est un peu moins prégnante à partir du moment où l'inflation est revenue au galop. On avait perdu l'habitude de penser à l'inflation, de penser au prix, et là aujourd'hui, la priorité des Français, c'est la lutte contre l'inflation. Donc il y a peut-être sur le chômage, c'est peut-être pas la bonne variable, je dirais, c'est peut-être pas le bon argument. Deuxième point, la lutte contre l'inflation, le pouvoir d'achat, c'est très gentil, mais ça n'appartient pas à l'État de décider des salaires du privé. Donc là, forcément, il y a une injonction, mais elle n'est pas obligatoire. On peut pousser à la roue quand même. Ça peut, voilà. Il ne peut que demander, qu'inciter. Non, mais alors moi, je trouve ça intéressant de laisser justement la main aux partenaires sociaux, de dire c'est aux syndicats et aux patronats de se mettre d'accord. Voilà, c'est de leur dire, on montre un cap, mais par le passé, il y avait aussi un effet de démonstration de la part du public, c'est-à-dire que le public faisait grève par procuration pour le privé qui ne pouvait pas, le public augmentait salaire, le privé se sentait obligé de rattraper. Là, le public ne peut plus montrer l'exemple, en tout cas en matière de salaire. Le salaire des fonctionnaires, c'est pas ce qui augmente le plus souvent et le plus rapidement. Donc, enfin, il me semble, on est d'accord. Et donc, ce n'est pas une référence en la matière, même si le statut du fonctionnaire est particulier. Dans le statut du fonctionnaire, je crois que l'enrichissement est noté comme n'étant pas un élément. Donc, on a bien compris qu'un fonctionnaire n'était pas là pour s'enrichir. Il est là au service de l'intérêt général, mais il y a quand même matière à demander une rémunération. Mais pour revenir à Emmanuel Macron, je vais faire comme je fais avec les étudiants qui font une soutenance orale d'un mémoire. Je commence par les bons points, ça va très vite pour pouvoir garder du temps pour dire ce qui pose problème. Le bon point, je l'ai trouvé apaisé, assagi. En tout cas, il n'y avait pas la arme qu'on aurait pu, l'arrogance qu'on attendait, que certains attendaient. Ouais. Et là, je pense que, étant donné le personnage, on peut imaginer qu'il a fait de gros efforts pour essayer de rester, je dirais, un minimum dans l'empathie, peut-être pas, mais d'aller vers cet élément-là. Donc ça, c'est important de voir quelqu'un qui s'est assagi et qui ne vient pas rajouter à la colère. Oui, et il dit, je reconnais d'ailleurs la colère. Il reconnaît la colère, il n'a pas présenté d'excuses, mais est-ce que c'est à un président de la République de présenter des excuses? Personnellement, je pense que non, parce que s'il commence à présenter des excuses... Non, il ne peut pas présenter des excuses pour le projet qu'il a soutenu. Mais... Voilà, certains attendaient Donc là, on peut considérer qu'il a pris ses décisions en connaissance de cause, et c'est tant mieux, parce que le moindre retour
jours et de présentation de remords, etc., ça affectait sa crédibilité. Si on regarde la popularité, à moins de 30%, c'était pas l'occasion de la réduire encore plus. Par contre, sur le fond et sur la forme, les points qui sont plus négatifs, c'est cette impression de faire du surplace en avançant, d'appuyer sur le frein, sur l'accélérateur en même temps. On nous dit qu'on va prendre le temps d'avancer, prendre le temps d'accélérer. Donc moi, c'est un peu compliqué pour moi d'imaginer comment on peut faire ces deux choses en même temps. Il donne des caps, mais là où je pense que les attentes sur le concret, c'était de savoir quelle réforme. Il faut réformer, bien sûr, la justice, l'éducation, la santé, les transports, tous ces aspects-là. Mais comment le fait-on ? L'intention, et même l'intention du plein emploi, on sait très bien qu'elle passe par différentes ressources, je dirais. À la limite, on double encore plus les contrats aidés et on fait baisser le chômage. Mais ça, c'est pas viable. C'est de l'employabilité, mais c'est pas de l'emploi. On donne la possibilité d'homme et quelqu'un qui sort d'un apprentissage. Et maintenant, je fais quoi si la boîte où je suis ne le prend pas ? Ça a quand même très bien marché. Ça marche bien. Ça marche, l'apprentissage marche. C'est qu'on est à 7% de... Non, mais justement, c'est ce que je dis, mais c'est la poursuite, c'est l'accompagnement ensuite, qui n'est pas toujours évident. Quand on a des apprentis en master, il n'y a aucun problème, les entreprises courent après les étudiants. Quand c'est dans d'autres secteurs, c'est un peu plus compliqué. Et puis, pour ne pas être trop longue, je pense que les 100 jours, c'est une erreur, parce que intervenir pour dire, on s'attend à des réponses, et pour dire, attendez, je vais réfléchir, je donne encore 100 jours, alors que la Première ministre avait eu finalement, elle avait eu sa deadline. Moi, je ne fais pas la même interprétation que vous. Je pense qu'il a parlé de réponses concrètes. Et donc, il fera un bilan dans les 100 jours de ce qui a déjà avancé. Ce qu'on n'a pas, c'est le carnet avec les différentes étapes. La feuille de route n'est pas très claire. Alors, bien sûr, c'est la Première ministre qui est chargée de mettre les choses en musique. Mais c'est un peu confus. Conforté jusqu'au 14 juillet. Oui, là, on est sûr. Mais en même temps, pouvait-il en changer ? Je ne pense pas que c'était une bonne idée. Non. Raphaël, le problème, c'est que lui, il veut passer à autre chose, et puis on voit bien dans les réactions, notamment des syndicats, il y a ceux qui restent bloqués sur la réforme de la retraite, et on va voir un 1er mai d'ailleurs, ce qui sera sans doute très fort dans la protestation. C'est ça, passer à autre chose, mais avec qui, quoi ? C'est ça. Avec qui J'écoutais hier justement la secrétaire générale de la CGT qui expliquait que revenir à la table des négociations, c'était impossible tant que la réforme n'était pas retirée. Donc là, c'était... pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment une fin de non-recevoir. La vraie question, c'est effectivement avec qui et comment gouverner. Et je rejoins Véronique sur toute son analyse, et je rajouterai un point. Ce qui a manqué hier Emmanuel Macron dans son allocution, de mon point de vue, c'est le mode d'emploi. C'est justement comment va-t-il faire ? Parce qu'il a dit j'attends les partenaires sociaux, on va se concerter, on va négocier, mais sur quelle base, sur quels principes, sur quels indicateurs, sur quels objectifs et dans quel dispositif, dans quel système. Et en fait, moi, de mon point de vue d'institutionnaliste, ce qui m'a gêné, ce qui m'a frustré finalement, c'est le fait de ne pas savoir comment il va faire. Est-ce que ce sont des états généraux, des Grenelles, des concertations ? Est-ce qu'il va mettre en place des dispositifs de peut-être, alors on en reparlera après, mais d'autres référendums ? J'en sais rien, je sais pas. Est-ce qu'il va après changer d'orientation politique ? Est-ce qu'il va plus se diriger vers la droite, plus vers le centre-gauche ? Je n'en sais rien, personne ne le sait. Et finalement, c'est ça qui manquait. Jean-Charles tout à l'heure parlait de souffle. Et en fait, moi, c'est ce que j'attendais. J'attendais un cap, j'attendais un nouveau souffle, et d'expliquer aux Français comment il allait, alors en 100 jours ou en 200, alors ça pour le coup ça m'est égal complètement, mais comment est-ce qu'il allait concevoir l'exercice du pouvoir après cette séquence qui est quand même assez terrible. Il y a peut-être aussi une sorte de délai qui va jusqu'au 14 juillet, et voilà, de voir s'il peut reprendre la main. Il faut aussi regarder comment ça se passe. Florence Mercadier. Alors, j'ai à peu près une analyse... comme notre grand et éminent professeur de droit constitutionnel, mais j'ai été effectivement déçue parce que tous les points qu'il a soulevés en disant voilà les chantiers que je vais ouvrir, l'école, l'hôpital, etc., ce sont des chantiers dont il parle depuis 2017. En disant on va renforcer la justice, on va donner des moyens à la justice, on va donner des moyens à l'école, on va donner des moyens aux hôpitaux. C'est des sujets importants quand même. Mais oui, mais il en parle depuis 2017 et on a l'impression et là il dit on va ouvrir comme si c'était une nouveauté. Or c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui existe même sur les quinquennats précédents. Sur le travail, c'est non, mais je parle des autres points. Il y a le travail d'un côté, mais je parle des autres points. Donc ça, on en parle et on se dit oui, mais alors qu'est-ce qui a été fait ? Alors il aurait dû peut-être valoriser ce qui a déjà été fait pour dire
dire qu'on poursuit ces chantiers. Là, on a l'impression qu'ils les ouvrent. Donc là, je trouve que ça manque effectivement de souffle et de hauteur de vue. Après, sur le chantier de droit du travail, qui m'intéresse particulièrement, ce que je regrette, c'est que ce chantier aurait dû avoir lieu avant la réforme des retraites, puisque c'est là où on parle de... Voilà, donc là, c'est un chantier qui arrive à contre-temps. Voilà, et je pense que s'il l'avait fait avant, s'il y avait eu une grande loi qui inclut la problématique des seniors, etc., je pense que la réforme des retraites serait beaucoup mieux passée et que ça a été fait à l'envers. Et je suis pas sûre. Si, je pense qu'il y aurait eu des solutions par rapport aux carrières longues, par rapport aux seniors. C'est d'ailleurs ce que demandait Laurent Berger, la CFDT. Oui, mais je pense qu'ils avaient parfaitement raison. On n'était pas à 1 an pour faire la réforme des retraites. Elle aurait été faite en 2024. Je pense que ça n'aurait pas changé le cours du monde par rapport à la problématique de financement de la retraite. Juste pour revenir sur ce que vous disiez, Raphaël, il y a la Première ministre qui est chargée d'expliquer comment, et peut-être par quelle voie et moyens, on va c'est le Premier ministre qui détermine la politique de la nation. Absolument. C'est vrai. Et donc, je crois qu'elle devrait, d'après ce que j'ai compris, le faire assez vite. Oui, mais dans le régime actuel, là où il y a une primauté du président de la République, c'est vrai qu'on s'attendrait même tous, finalement. On critique, mais on s'attend aussi à ce que le président de la République prenne peut-être plus de place et de... Oui, il en prend déjà beaucoup. Hein. Oui, mais... non, je reviens sur ce que je disais. Ça manque de souffle, ça manque de projet, ça manque de... je pense que on est dans une période relativement troublée où on sent que les crispations se font de plus en plus fortes un peu partout. Je pense qu'on a envie d'un homme d'État qui prenne toute sa place. Et là, j'avais vraiment l'impression d'avoir une sorte de Premier ministre. Alors, comme on en a... Elisabeth Borne, moi, je vous dis, mais vous voyez comment on est contradictoire. C'est-à-dire que s'il prend cette posture-là, on dit comment il est jupitérien, il est méprisant, etc. Et s'il la prend pas, on dit mais comment on a besoin d'un homme qui nous donne un cap. Pourquoi Patrice, on se dit ça? Mais on se dit ça parce qu'il est comme ça depuis 2017 et que les gens, ça les agace. Parce qu'on est des monarchistes qui regrettent la main. Non. L'élément essentiel, c'est la confiance. Mais oui. Il n'a pas eu de résultat, donc à partir du moment où il n'y a pas de résultat. La confiance, il a quand même été réélu. Oui, mais la confiance, si on prend la popularité, il est à 28%. Donc il y a plus de gens qui sont mécontents que de gens satisfaits. On essaie d'être objectif. Après, ça, c'est un peu les institutions. Quand vous êtes élu, il avait quoi, 27% au premier tour. Donc il en est 22 aujourd'hui, il n'en perd pas beaucoup. 28. Non, mais c'est pas ça l'idée. C'est que normalement, le politique se fait élire avec un projet, avec l'ambition de changer les choses. À partir du moment où on vote pour lui, c'est qu'on adhère à ce projet. Donc sur la réforme des retraites, il y a eu toute cette ambiguïté de dire finalement... Vous avez 27% des gens qui adhèrent à son projet, voilà, pas plus. Ils adhéraient. C'est ça le problème de l'élection de l'élection présidentielle. Oui, mais c'est pour ça aussi. C'est-à-dire que ça n'incite pas à rassembler comme il le faudrait et pour avoir une vraie majorité. Mais surtout pour une fois qu'un homme politique fait ce pourquoi il a été élu, enfin je veux dire, il a été élu en annonçant la retraite à 65 ans. Alors il la propose à 64, c'est quand même merveilleux. J'ai entendu quelque chose de formidable hier, c'était sur France Culture, avec une collègue à vous qui est très bonne constitutionnaliste, je crois qu'elle est la présidente de l'association des constitutionnalistes, mais il y avait Charles de Chambrun, c'est ça, qui disait, on parlait, parce que c'est vrai qu'il y a ce sondage sur la démocratie qui dit que les gens n'ont plus confiance dans leurs hommes politiques, il dit oui, mais c'est tout à fait normal parce que les gens sont élus, ils ne font pas ce qu'ils disent. Et Charles de Chambrun est celui qui a mené la lutte et la motion de censure contre un élu qui faisait ce qu'il avait dit. C'est quand même extraordinaire. C'est totalement aberrant. Et c'est aussi ce qui a manqué dans l'intervention du président hier, c'est que sa réforme, après, je peux concevoir qu'on soit contre, mais lui, il y croit dur comme fer, il pense que c'est indispensable, donc il ne peut pas se déjuger. Donc quand on me dit il aurait peut-être pu s'excuser, mais surtout pas, il n'y a pas d'excuse. Il est là, il a une réforme, il y croit, et il aurait dû, au contraire, peut-être appuyer. Non, mais je veux dire, en disant, j'ai fait ça, j'ai raison, et puis voilà, point final. Et puis attaquer un peu sur les gens qui refusent en permanence la démocratie, qui refusent les décisions de justice, qui refusent tout. Qui contestent le Conseil constitutionnel. Voilà, c'est totalement scandaleux. C'est-à-dire que c'est tous ces trucs à double détente. C'est-à-dire que la rue et l'extrême gauche ne supportent plus le moindre truc démocratique. Ils sont là, mais même Laurent Berger qui parle de casser la baraque,
Qu'est-ce que c'est que ce Laurent Berger, non, il est beaucoup plus retenu que ça. Non, c'était une image. On ne peut pas dire ça va. Hier soir, Laurent Berger a commencé à dire qu'ils iraient aux négociations, etc. Oui, non, mais tout ça, mais les mots ont un sens, et quand Laurent Berger dit « j'appelle les Français à casser la baraque le 1er mai », même si c'est peut-être une image... Non, c'est une image, il a dit lui-même. Non, je pense qu'il faut être cohérent. C'est totalement désastreux. On n'utilise pas ce genre d'image. Non, c'est le plus modéré. C'est le plus modéré, mais enfin quand même, c'est une image désastreuse. Vous disiez des perspectives politiques. Alors, il y avait un article du journal du dimanche qui était titré « Pour Macron, l'issue de secours est à droite ». Oui. Est-ce que c'est alors, on parle d'ailleurs de Premier ministre possible. Alors, on parle de Rachida Dati. La première à demander. De Catherine Vautrin, le nom de Catherine Vautrin qui revient, et même de députés qui... Alors, il y a évidemment le maire, il y a évidemment Darmanin, et il y a aussi le nom du député qui serait LR compatible, qui est Aurore Berger. Voilà, on parle comme Premier ministre, pourquoi pas. Mais quel est l'intérêt de finir à droite pour Macron ? La France est à droite. Oui, c'est clair et net. Donc, puis, ce serait bien quand même de temps en temps de faire des choix. Mais justement, revenir à Aurore Berger, j'ai absolument rien contre Aurore Berger, mais on voit un peu les limites avec le président Macron, d'un certain jeunisme et d'un certain manque d'expérience. Est-ce que ce serait la bonne personne pour être Premier ministre? Deuxième mandat de député, le groupe Renaissance. Non, mais enfin, après, c'est plus un gouvernement, c'est une garderie. Enfin, il faut arrêter. Non, mais est-ce qu'on peut de temps en temps avoir des gens avec un peu d'expérience? Enfin, ça serait quand même le minimum. On voit bien que c'est ce qui manque aussi à Macron, quand ce type qui est arrivé, qui est économiquement parfait, mais enfin, je veux dire, il arrive, les présidents, il connaît peu de choses, enfin, je veux dire, on voit ses bourdes à l'international, enfin, dès qu'il va dans un pays, il est là, c'est presque un déclencheur de guerre. François Hollande a eu de même... Oui, c'était pareil, François Hollande, voilà. Donc, moi, j'aimerais le retour des hommes d'expérience, enfin, des hommes ou des femmes, bien évidemment. Non, mais je pense qu'il faut... Il y a Gérard Larcher. Oui, mais enfin, il a décliné pour le moment. Non, il a décliné. Je ne dis pas oui. Pour l'instant, l'instant parce qu'il veut un contrat, il veut un programme. Il y a votre ami Bayrou aussi qui grimpe derrière la porte un peu toujours. Oui, François sera président de la République. Non, mais il faut quelqu'un de fédérateur. Et c'est très compliqué de trouver aujourd'hui quelqu'un qui est un peu fédérateur et qui fait l'union. Je ne vois pas qui à droite est capable d'amener tout le LR, puisque le LR est totalement divisé, qu'il est en fin de vie. Quel est l'intérêt de ça On parle pas de... Les LR, ils sont tellement discrédités. Oui, quel est l'intérêt de s'allier avec un groupe en fin de vie, quoi? C'est une telle honte. Vous avez 10 ans qui luttaient pour la retraite à 65 ans et ils ne votent pas cette réforme. Mais c'est une honte absolue. Raphaël? Alors, l'intérêt, c'est peut-être de trouver une majorité. L'intérêt, c'est de trouver une majorité pour la fin du quinquennat. Moins volatile. Plus stable, je pense. Oui. Je pense que c'est ça. Je pense que du côté des LR, c'est plus stable, plus discipliné que de l'autre côté. Voilà. Après, il peut y avoir. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une alliance alors plus forte avec... On voit bien que dans l'Ariège, il y a eu une élection avec une socialiste non anti-NUPES qui a été élue. Cazeneuve est en train de... J'ai rarement entendu des mots aussi violents sur Mélenchon et sur LFI que ceux de Cazeneuve. Donc il y a comme jusqu'ici Macron avait une jambe droite et une jambe gauche, il y a peut-être aussi quelques éléments. Manuel Valls avait fait un très très bon papier d'ailleurs là-dessus. Cette dernière intervention devant tout un hémicycle d'extrême droite. Oui, mais comme il avait fait en Espagne parfois. Je parle pas de lui en tant que personnalité, mais il avait fait, je trouve, un très bon papier sur un contrat de gouvernement qui serait possible et qui allierait un peu des personnalités. Moins des partis que des personnalités, d'ailleurs. C'est bien le problème. Ça serait bien. Vous êtes l'un des seuls. C'est ça. Oui, mais au début, on est seul, et après, ça grandit. Je l'ai interviewé et c'était très intéressant. Pardon, oui, Raphaël, Non, en fait, je suis d'accord sur la nécessité de trouver une majorité. Une majorité, après... c'est vrai qu'on voit que s'il faut aller chercher une majorité à chaque projet de loi, ça va être en fait, ce qu'il faudrait, c'est se mettre d'accord sur 4 ou 5 points essentiels.
Voilà, absolument. c'est tout. Ouais. Et après, Oui, vous avez l'armement, vous avez le nucléaire, vous avez l'éducation, enfin, il y a des 4 ou 5 sujets sur lesquels qui sont relativement les sujets dont il a parlé hier, ça devrait faire, ça devrait réunir, bien sûr. Ouais. Ça fera peut-être, ça fait 6 ans et demi qu'on attend un discours du président sur l'immigration, par exemple. On attend toujours. À chaque fois, c'est repoussé. La loi va être maintenant débitée en tranches. Je crois qu'il n'est pas obsédé, comme beaucoup, par l'immigration. Non, entre être obsédé et une obsession de l'immigration qui n'est pas forcément un sujet. Mais si l'idée c'est de faire le lit de l'extrême droite, on peut continuer à dire que c'est pas un sujet. Non, Véronique, il y a une chose qui est évidemment qui complique, c'est qu'il ne peut pas se représenter. Oui, justement, on pourrait même imaginer un peu, en faisant de la politique fiction, qu'il ait l'intérêt de la France chevillé au corps et que finalement il fasse des mesures en n'ayant que faire de sa popularité. D'ailleurs, il l'avait dit, je ne regarde pas les courbes de popularité, alors on n'est pas obligé de le croire, parce qu'il paraît que François Mitterrand avait dans sa poche de veston à l'intérieur, moi aussi je vais vous raconter une histoire, mais je la raconte très mal, une pochette, tout le monde pensait que c'était un très gros portefeuille et c'était les derniers sondages. Donc il ne quittait jamais les sondages. Donc le politique, il dit qu'il ne regarde pas, il ment, forcément. Voilà. Il ne regarde jamais les sondages. Mais je pense que ça lui donne une plus grande liberté de manœuvre, une plus grande marge de manœuvre. On peut aussi imaginer quand même qu'il va défendre son camp. Mais il y a des appétits qui se font derrière. Mais aussi, je me pose la question de savoir quel intérêt pour une force d'opposition, la droite en l'occurrence, pour un membre de LR, alors même si on peut dire LR, qu'est-ce que ça représente encore aujourd'hui? C'est de survivre. Oui, mais il y a encore des forces de droite, donc de toute façon, ça s'appelle LR ou autre, il y a quand même encore je pense, une partie de l'électorat qui a envie de voter à droite. Et considérant cela, quel intérêt pour quelqu'un qui se dit de droite d'aller porter secours à un président qui est un peu en dérive, pour finalement redorer non pas son blason, mais son bilan, et faire qu'au final, il fasse... je crois que la réponse est simple, c'est de se porter secours à soi-même. Oui, non, mais qu'au final... C'est plutôt eux qui sont dans le camp du sortant à sortir victorieux, à être réélu ou à faire élire un membre de l'opposition. Alors que normalement, le jeu de la politique est quand même assez cruel. Personne ne croit à l'élection de LR la prochaine présidentielle. Oui, mais LR, de toute façon, dit comme ça, personne ne peut y croire, mais on peut imaginer qu'il y ait d'autres ambitions qui puissent se former et rassembler, et que d'une certaine façon, je pense que sur la réforme des retraites, l'avoir soutenu au seul motif qu'on avait la même idée, disent les LR, je trouve pas ça très, très, très adroit. Il s'est agi d'une triangulation de la part du président. Il a pris de façon un peu comme ça violente une réforme qui était à droite en disant puisque c'est la vôtre, vous allez la voter. Je pense que on aurait pu interpréter les choses différemment. Oui et non, parce que finalement on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc la droite aurait pu dire non, on va l'interpréter différemment et on aurait peut-être eu moins de violence, mais bon, il y a eu des négociations, ils ont fait beaucoup de changements. Enfin, il y a eu quelques compromis. Alors, il y a eu des compromis qui ensuite ont été mis et ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Je voudrais qu'on avance un peu parce que je voudrais qu'on parle du Conseil constitutionnel. Un mot, je vous ai fait la transition. Sur le deuxième sujet, puisque vous dites la droite. Alors beaucoup de gens disent la gagnante de ce débat, c'est Marine Le Pen. Alors, c'est vrai que dans les sondages, il y a même ce sondage un peu ridicule, puisqu'on l'a fait présenter contre Emmanuel Macron, qui ne pourra pas se représenter, mais elle gagnerait 55-45, ou quelque chose comme ça. Donc tout le monde dit, formidable, Marine Le Pen, quel talent, elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. Elle monte. Et alors, il y a des gens comme ça qui sont pas éloignés de cette droite-là, ou de cette extrême droite, je ne sais pas comment il faut dire, qui sont un peu sceptiques. Par exemple, Patrick Buisson, qui était l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, mais qui est très proche de Zemmour, etc., qui dit cette chose très, très intéressante à mon avis. Il y a désormais plus étanche pour lui faire barrage que le Front républicain, c'est le Front des retraités, soit 17 millions d'électeurs, 33% des inscrits, mais 45% des votants au second tour de la présidentielle, dont 3 sur 4 ont rejeté l'ancienne présidente du RN. C'est-à-dire qu'en fait, oui, elle a en gros les classes populaires et les jeunes, mais c'est pas eux qui font une majorité. Oui, c'est intéressant, je trouve. Après, ce qu'il y a, c'est que
on est quand même à 4 ans de la prochaine élection. Donc, c'est pour ça que les sondages ne veulent rien dire. Donc c'est quand même intéressant. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est surtout que ça a l'air quand même de faire beaucoup bouger le personnel politique. Et on a l'impression que même chez Renaissance, on est en train de se dire, ah oui, on a beaucoup tapé sur Mélenchon, on a beaucoup tapé sur l'extrême gauche, maintenant il faudrait qu'on se réveille et qu'on tape sur l'extrême droite. Voilà. Mais visiblement, ils ont très peur. Mais ce qu'il y a, c'est que effectivement, elle est installée dans le paysage politique, elle a plein de handicaps, surtout celui de son nom. Non, parce que c'est vrai qu'il y a pour beaucoup de gens, quand même, Le Pen, c'est aussi son père, enfin, donc c'est pas très bon. Je parle globalement, elle a plein d'autres défauts, hein, mais celui-là, c'est un peu gênant. Non, mais l'analyse de sociologie politique de Buisson, je sais pas, je la trouve intéressante. C'est vrai que voilà, il y a un plafond de verre qui Après, je pense qu'il se trompe un petit peu comme sur les retraités. Je vois pas pourquoi les retraités ne voteraient pas pour le Rassemblement national. Non, parce qu'on a les chiffres. Hein, oui, mais enfin, je veux dire, ça peut évoluer. Parce qu'ils sont très inquiets. Non, ils sont plus inquiets que le reste de la population, les retraités. Ils veulent pas trop que ça bouge. Mais le problème, c'est que les jeunes sont plus forts dans l'abstention. Il y a plus d'abstention parmi les jeunes que parmi les retraités. Les retraités votent beaucoup plus fort. Tout ça pour dire que tout ça n'est pas... Quelqu'un va ajouter quelque chose là-dessus ? Je vais juste ajouter, mais de façon très brève, concernant Marine Le Pen, je pense que si on voyait les choses différemment et si certains prétendants faisaient un programme autre que de lutter contre l'arrivée de l'extrême droite, on aurait peut-être des choses plus claires et peut-être que ça se passerait mieux si on avait vraiment de vrais programmes. C'est un peu ce que je veux dire quand je disais que Renaissance est en train de se réveiller pour dire on va lutter contre l'extrême droite, mais je veux dire qu'ils construisent un programme et qu'ils aident le président s'ils en ont encore envie. Enfin, je sais pas, plutôt que de partir dans des combats un peu stupides. D'autant plus qu'elle propose rien. Elle n'a absolument rien proposé par la réforme. Ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que la conviction d'Emmanuel Macron est que le plein emploi est le meilleur rempart contre la montée des populismes. Et c'est vrai que mais si vous avez une France un peu plus riche et des salaires un peu meilleurs et des conditions de travail meilleures, c'est quelque chose d'important. C'est une position qui évite aussi d'avoir un vrai projet politique et puis un projet de société. C'est-à-dire que juste si vous avez le plein emploi, vous avez de l'argent, vous pouvez réduire la dette, vous pouvez faire des investissements. Non, c'est pas rien. Il y avait ce qu'on appelle la banane bleue. Parce qu'il y a le problème des moyens. Il faudra qu'on l'aborde un jour, mais quand on a 3 000 milliards de dettes, voilà. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas une liberté absolue quand même. Il y avait cette banane bleue sur la France où on avait une corrélation, une similitude entre le vote Front National, à l'époque Front National, et le taux de chômage. Et là où le chômage était plus élevé, le vote Front National était plus élevé. Donc c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Après, il y avait aussi des petites frontières qui sont très intéressantes, parce que c'est pas forcément des régions concernées que le vote Front National était le plus fort. Mais il y a les aspects frontaliers aussi. C'était Hervé Lebras qui avait montré ça de manière très fine. On passe au retour, on va revenir sur la décision du Conseil constitutionnel. Alors, Raphaël, validation de la loi, à l'exception de quelques, ce qu'on appelle des cavaliers. Des cavaliers sociaux. Oui. Alors, la photo est très belle. Oui. Alors, en fait, il y a eu 2 décisions le même jour. Il y a eu 2 décisions. On parlait du vote de la jeunesse. Il y a eu 2 décisions. Je pense qu'on reviendra sur celle du RIP plus tard. Oui. Les deux sont très importantes. Alors, concernant, en fait, la décision sur la loi. Alors, le Conseil constitutionnel n'a pas validé la réforme. Il a déclaré la loi conforme à la Constitution. Voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais globalement, ça revient un petit peu au même. Alors, c'est ce dont on avait parlé il y a 15 jours, je crois, sur les 3 éléments, les 3 moyens. Finalement, la décision était totalement prévisible, contrairement à ce que beaucoup... C'est ce que vous aviez annoncé d'ailleurs. Et contrairement à ce que beaucoup... je n'avais pas grand mérite. Et vous sortiez de marathon de Paris en plus. Donc, oui, mais il n'y avait pas grand mérite puisque c'était quasiment prévisible. La jurisprudence du Conseil constitutionnel était constante, contrairement à ce que disent d'autres. Les cavaliers sociaux ont été censurés parce qu'ils n'avaient rien à faire, pour faire vite, ils n'avaient rien à faire dans cette loi-là. Ensuite, l'utilisation de la loi de finances rectificative pour insérer la réforme, la retraite à 64 ans. Alors ça, c'est un élément intéressant. Le Conseil constitutionnel exprime l'idée que
ce n'est pas habituel. Là encore, il y a ce mot, cet adjectif inhabituel qui est intéressant. Absolument. Mais ce n'est pas interdit. Mais c'est pas anticonstitutionnel. C'est pas anticonstitutionnel, donc il y a aucune difficulté. Et ce que dit le Conseil constitutionnel, c'est qu'il ne lui appartient pas de vérifier l'opportunité d'utiliser tel ou tel véhicule législatif. Alors ça, c'est vrai que c'est qu'on peut utiliser à la fois le 47-1, le 49.3. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que la réforme des retraites, normalement, c'est de la loi ordinaire. C'est de la loi ordinaire. Là, ça a été inséré dans la loi rectificative. Oui. Et le Conseil constitutionnel dit, il ne m'appartient pas de vérifier l'opportunité. Voilà. Alors ça, les constitutionnalistes vont écrire beaucoup là-dessus. Ils ont commencé d'ailleurs. Ils ont commencé, mais voilà. Ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point, pour faire très vite, c'est la procédure. L'utilisation du 49.3, alors du 47.1, d'un certain nombre de... L'article 38 du règlement du Sénat. Exactement. Et donc le Conseil constitutionnel, là aussi, a dit la chose suivante. Toutes les procédures sont légales. Enfin, je veux dire, il y a aucune inconstitutionnalité, il n'y a aucune irrégularité. Et là c'est très important, il dit que l'accumulation de ces procédures revêt un caractère inhabituel. Et donc là, effectivement, on aurait pu se dire, si c'est inhabituel, ça pourrait porter atteinte à la sincérité des débats, à la clarté des débats, à l'intelligibilité du débat. Mais le Conseil constitutionnel, dans la phrase, c'est le point 70 de la décision, pour ceux qui veulent aller la lire, le Conseil constitutionnel dit juste après la virgule du caractère inhabituel, en réponse aux conditions du débat. En réponse aux conditions du débat. Et en fait, d'une certaine manière, moi je l'interprète comme étant une réponse du Conseil constitutionnel au blocage, je vais employer le terme, même si il pourrait être contesté, au blocage des parlementaires sur la discussion de la loi. En fait, en gros, les discussions ont traîné pour différentes raisons, par les milliers d'amendements notamment, donc le Conseil constitutionnel a dit, voilà, la situation est exceptionnelle, et donc réponse exceptionnelle. C'est plutôt un constat politique plus qu'un constat juridique. Justement, j'ai l'impression que c'est très juridique. Vu les conditions du débat. Il a apporté une appréciation. Il a apporté une appréciation politique. Une appréciation, alors politique. Pourquoi pas? Oui. Je vais le défendre. En même temps, il laisse la liberté aux politiques. Il regarde la Constitution. Il a regardé ce qu'on appelle en contentieux administratif les circonstances de l'espèce. Ouais. Voilà. Et il a dit, au vu des circonstances, la situation. L'espèce, d'ailleurs, l'utilisation, etc. C'est le texte du. Et donc, au final, c'est vraiment pour simplifier l'analyse de la décision, vu les circonstances exceptionnelles, je considère que la procédure n'est pas contraire. Mais il dit bien en réponse à. En réponse à. Oui, en réponse à, c'est si la situation, plus politique que juridique. Si la situation avait été ordinaire, classique, c'est une circonstance. Il est probable que le Conseil constitutionnel aurait eu une décision différente, une appréciation différente. L'appréciation des circonstances. J'essaie d'expliquer. Là, je suis dans la critique, j'essaie d'expliquer la décision du Conseil constitutionnel. Voilà sur ces trois points importants. Voilà. Et alors, il y a en effet, vous dites des constitutionnalistes vont beaucoup écrire. Il y en a déjà un qui s'appelle Dominique Rousseau, qui est un constitutionnaliste réputé, qui critique beaucoup la décision, et en disant, voilà, à chaque fois, il reprend les paragraphes mais énormes. Mais après, il développe pourquoi. Et il y a, alors, mais on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'après, c'est un débat de constitutionnalistes, mais il y a une autre critique qui est de dire, au fond, cette décision avalise la suprématie de l'exécutif sur le législatif. C'est pas nouveau. Le Conseil. C'est la Constitution de la 5e déjà. La 5e République, en 58, a créé justement le Conseil constitutionnel pour limiter les abus du parlementarisme et pour limiter les abus de la 4e République. Et donc, on est dans ce qu'on appelle un parlementarisme rationalisé, où l'exécutif a des outils constitutionnels pour contrôler le pouvoir législatif. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais notamment la répartition des compétences entre la loi et le règlement, c'est-à-dire que le législateur a un domaine d'action limité, énuméré par la Constitution, alors que le pouvoir réglementaire, le Premier ministre, a un pouvoir un peu plus important. Et puis le Conseil constitutionnel, parce que c'est lui dont on parle, le Conseil constitutionnel a été créé comme étant, et ça j'insiste, comme un organe politique en 58, chargé de réguler les pouvoirs, chargé d'assurer la régulation entre le Parlement et l'exécutif et, disons-le clairement, de protéger l'exécutif contre les abus potentiels du Parlement.
Et donc, au départ, il a été créé comme un organe politique. Et ce n'est qu'en 1971 où le Conseil constitutionnel a commencé à s'émanciper de sa création originelle pour devenir une juridiction chargée d'assurer le respect de la Constitution par la loi, et notamment en matière de droits fondamentaux. Voilà, c'est la fameuse décision de 71. Liberté d'association, tout à fait. Oui, absolument. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui critiquent aujourd'hui la décision du Conseil constitutionnel, parce que, en vérité, alors on peut débattre sur le plan juridique, mais il a d'abord, de mon point de vue, mais ça, voilà, c'est mon point de vue, donné une décision juridique. Certains estiment qu'il aurait dû faire de la politique. Vous voyez, c'est en fonction de l'orientation de la décision du Conseil constitutionnel, on va le critiquer. On dit il a fait de la politique, il n'aurait pas dû. Oui. Alors là, il a fait du droit, il aurait dû faire de la politique. Non, c'est en fonction des arguments. Pour en revenir à Dominique Rousseau, pour qui j'ai beaucoup de respect, ce qui m'a étonné, c'est cette affirmation péremptoire en disant c'est juste peut-être très péremptoire, c'est rare. Oui, c'est rare parce que en plus la jurisprudence était constante, donc mais pour compléter ce que dit Raphaël, parce que je suis d'accord que sur le plan juridique c'est assez imparable, c'est que je pense qu'il y a certains coups de griffe du Conseil constitutionnel qui sont effectivement un peu plus politique, puisqu'il relève quand même qu'il y a des ministres qui ont délivré des estimations erronées lors des débats parlementaires. Ils estiment qu'il y a le fait qu'il y ait plusieurs procédures... Attendez, laissez-moi finir. Est-ce que ça a influé Est-ce que je peux terminer? Qui considère qu'il y a plusieurs procédures cumulatives pour accélérer la loi, mais que c'est quand même inhabituel, et qu'il dit quand même que normalement on aurait dû passer par une loi ordinaire, mais que ce n'est pas interdit d'eux. Donc il y a à la fois un côté un peu politique pour dire c'est quand même un peu moyen la façon dont ils ont fait, mais c'est constitutionnel. Mais c'est pour ça qu'il y a quelque chose quand même de balancier dans cette décision qui peut être à la fois politique et juridique. Oui, non, mais je dis simplement, je ne suis pas en train de critiquer, je suis en train d'analyser. Voilà. Pardon ? Non, je disais une plaisanterie, je disais il fait dur en même temps. Mais voilà, c'est ça, il fait dur en même temps. Mais voilà, effectivement. C'est exactement ça. Il reste prudent. Il reste prudent dans sa décision. Le référendum d'initiative partagée maintenant. Alors, la décision RIP 1, parce qu'il y a RIP 2, il va y avoir RIP 3. Donc, la décision RIP 1 a conduit à un rejet de la demande de référendum d'initiative partagée pour une raison là aussi évidente et on pouvait parier là-dessus puisque ce premier référendum portait sur le fait qu'on ne pouvait pas travailler jusqu'à plus de 62 ans. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le référendum porte sur une réforme. Or, au moment, ça c'est très technique, mais au moment où la proposition de loi a été déposée, l'état du droit était 62 ans. Donc en fait, ça ne servait à rien. Concrètement, ça ne servait à rien. Et est-ce qu'il n'y a pas l'idée comme ça qu'un référendum d'initiative partagée ne peut pas modifier une loi ? Enfin, la Constitution dit bien qu'un référendum d'initiative partagée ne peut faire une réforme. Ne peut pas. Alors, ça peut porter sur une réforme, mais ne peut pas porter sur l'abrogation d'une loi qui a été promulguée depuis moins d'un an. Absolument. Donc, en tout état de cause, au vu des éléments aujourd'hui, un RIP dont la finalité serait l'abrogation de l'âge à 64 ans pendant un an serait a priori irrecevable. Absolument. En tout cas pour un RIP. Et c'est toujours cette sorte de balance entre la démocratie représentative et la démocratie participative ou la démocratie directe. C'est très compliqué à mettre les deux poids dans la balance et à savoir qui doit gagner. Pour l'instant, on est quand même dans une démocratie représentative. La souveraineté s'exerce par la démocratie représentative et le référendum, la démocratie directe. Les deux se valent d'une certaine manière, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est la démocratie représentative qui est un peu plus protégée. Enfin, ce qui est dommage, c'est que ceux qui ont déposé RIP 1 aient posé une question qui n'était pas bonne. Donc, c'est pour ça qu'ils ont déposé un RIP 2 tout de suite, avant la promulgation de la loi. Il y a ce que dit Dominique Régnier, qui est un politologue,
de sciences politiques, et que je trouve intéressant. Dans la perspective des élections, un RIP donnerait une compétition favorable aux populistes. Le Pen et Mélenchon nous diraient qu'on peut défaire par la rue ce que les parlementaires voulaient faire. La démocratie représentative peut en sortir affaiblie. C'est une opinion, mais que je partage. Oui. Tout à fait. Je veux dire, c'est juste la négation du travail parlementaire, des élections telles qu'on les connaît, qui fonctionnent quand même après tout pas si mal, et que voilà, donner la parole au peuple sur des choses, on sait très bien, en plus on l'a déjà dit 50 000 fois, que les gens ne répondent pas à la question, mais ils voteront oui ou non pour dégager tel président ou tel autre. Voilà, c'est un truc qui n'a aucun intérêt. Mais en tout cas, dans le discours d'Emmanuel Macron d'hier, il y a une petite partie sur la démocratie, justement. Il va réunir le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée, etc. C'est vrai que le problème de l'abstention est un problème essentiel. Mais je pense que là, j'espère que tous ces gens qui passent leur temps à manifester dans les rues ont quand même compris que le meilleur moyen, c'est quand même d'aller voter, et de voter contre Macron si Macron les déçoit, ou de voter pour un tel ou pour une telle. Je veux dire, donc, je pense qu'il y a peut-être eu une prise de conscience de tous ces gens qui sont toujours à hurler, à vociférer, et quand on arrive à les interviewer, qui ne sont pas trop énervés, on dit ok, vous n'aimez pas Macron, qui mettons à la place? Alors là, c'est le grand vide. Mais le pire, c'est que parfois ils ont voté pour lui aussi. Voilà, en plus. Mais je veux dire, oui, mais ils ont voté pour lui contre Marine Le Pen. Oui, mais alors là, si on va rechercher les motivations, si on va rechercher les motivations de chacun pour voter parce qu'il a beaux yeux, comme ça, mais on devrait assortir le droit de manifester à un permis qui nous dirait oui, j'ai voté. Qui n'est pas le permis de chasse. Non, mais voilà, à ce moment-là, j'ai voté, j'ai le droit de râler, mais d'aller râler comme ça sans mettre les pieds dans un bureau de vote, je veux dire, c'est un. En tout cas, 76% des Français considèrent que la démocratie est en mauvaise santé. Bien sûr, puisque tout. Ce qui n'est pas faux. Les gens s'assoient dessus, et à l'Assemblée nationale, une minorité, mais quand même bruyante et très agissante, s'assoit aussi sur la démocratie. Je veux dire, on a vu, c'est dramatique. En tout cas, les semaines qui viennent et les mois qui viennent vont être passionnants, parce que c'est vrai que personne ne voit clairement ce qui peut se passer, et qu'il risque d'y avoir des surprises qui nous attendent. Oui. On va voir dans 100 jours, si on en croit notre président, qui va peut-être... on va voir déjà comment Elisabeth Borne donne le programme plus précis. Dans 100 jours, il nous apprendra peut-être à faire le plein de notre voiture, à économiser des skis. Il a toujours un petit... Voilà, oui, une fois qu'on fait les gestes barrières sur l'autoroute. Mon lave-glace est en panne. Je ne sais pas si c'était très habile de faire un parallèle, justement, avec Notre-Dame. Oui, c'était un peu... Il y a deux choses. Il y a comme quoi ça brûle dans la maison. On considère comme Jupitérien parle des 100 jours, qui était une référence à Napoléon aussi. Oui, mais c'était quand même très bien de dire, j'avais dit, on le refait en 4 ans, et ça sera fait. Et ça, c'est merveilleux, parce que pour une fois, quand on est en France où on met 15 ans à construire une prison, alors que dans n'importe quel autre pays, c'est fait en 2 ans, là, une cathédrale magnifique et millénaire est reconstruite. Bravo la France, bravo Macron. C'est juste le parallèle avec la cathédrale qui brûle, c'est tout. L'optimisme de la volonté est meilleur que le pessimisme de la raison. Bravo. Merci à tous, merci à tous les 4, merci. Et on se retrouve très vite, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Merci.